Bonjour, aujourd'hui une vidéo pour illustrer la notion de brassage intrachromosomique qui a lieu lors de la reproduction sexuée. Vous rappelez que la reproduction sexuée a deux facettes. Elle peut contribuer à la stabilité du karyotype et donc des caractères de l'espèce au cours des générations, mais elle peut aussi, la sexualité, créer de la diversité génétique et expliquer l'unicité génétique de chaque individu. Donc dans ce cadre-là, vous rappelez que la reproduction sexuée repose sur deux mécanismes compensatoires. La méiose qui permet de passer d'un état diploïde à un état haploïde et de donner naissance à des gamètes. Et c'est dans le cadre de cette méiose qu'ont lieu les brassages. Et rappelez-vous, les gamètes par fécondation rétablissent la diploïdie. Donc nous, on va devoir étudier ces brassages lors justement de ce mécanisme qu'est la méiose. Rappelez-vous que ces brassages lors de la méiose vont remanier en fait les combinaisons alléliques parentales, donc des parents, du père et de la mère, et vont donner naissance donc au niveau des gamètes à de nouvelles combinaisons alléliques. C'est en cela que la fécondation va rétablir un organisme génétiquement unique, puisqu'elle va se reposer sur des gamètes qui présentent justement des combinaisons originales, qui ne sont pas les combinaisons alléliques de papa et de maman. Donc vous, si vous devez par exemple dans un exercice type 1, restitution organisée de connaissances au bac, présenter le brassage intrachromosomique, il faut évidemment d'abord le définir. Rappelez que le brassage intrachromosomique a lieu en prophase 1 de méiose, qu'il repose sur cette particularité de cette phase où les chromosomes homologues vont s'apparier pour former ce qu'on appelle un bivalent ou une tétrade de chromatine, et que c'est pendant cet instant clé de la prophase 1 que le brassage intra va avoir lieu. Alors pour le mettre en évidence aussi, il va falloir être rigoureux et considérer deux gènes hétérozygotes liés, c'est-à-dire portés par une seule paire de chromosomes. Ici j'ai représenté une seule paire de chromosomes homologues, et j'ai représenté à deux locus différents les deux gènes que je vais considérer dans mon exercice, le gène A, le gène B. Et je dois évidemment, pour montrer la réalité de ce brassage, les considérer à l'état hétérozygote. J'ai bien ici grand A, petit a, grand B, petit b, c'est bien un état hétérozygote. Ça c'est le point de départ, vous ne pourrez pas représenter ou illustrer le brassage intra si vous considérez deux gènes indépendants. Forcément, il faut considérer deux gènes liés pour montrer la réalité de ce brassage, puisque les gènes liés sont portés par la même paire de chromosomes, et que c'est pendant l'appariement de cette paire que va avoir lieu ce brassage. Alors, une fois que vous avez défini cet état de départ, que je replace ici, on retrouve ici une paire de chromosomes homologues qui portent deux gènes, le gène A et le gène B, à l'état hétérozygote chacun. Alors vous rappelez qu'au départ, avant que cette cellule ne rentre en méiose, on a ce qu'on appelle des combinaisons alléliques parentales, qui sont présentes donc chez le père ou la mère. Ici par exemple, la combinaison de départ, c'est la combinaison grand A qui est associée, combinée avec l'allèle grand B, et l'allèle petit a qui est combiné avec l'allèle petit b. Ça c'est mes combinaisons parentale. Alors on fait intervenir justement ce brassage. Ce brassage a lieu pendant cette période où les chromosomes homologues s'apparient. Ce brassage repose en fait sur la capacité d'échange de fragments réciproques de chromatides entre les chromosomes homologues. Alors cet échange réciproque de fragments de chromatides est appelé crossing over. Donc ici c'est une manière schématique de représenter un crossing over entre ces deux chromosomes homologues. Alors ici le résultat va apparaître sur cette image-là. Vous allez donc ici réaliser le crossing over. Alors le crossing over n'affecte pas cette chromatide externe. Du coup ici je retrouve la combinaison parentale grand A avec grand B. Par contre ici je suis la chromatide, je prends l'allèle grand A, je casse et je récupère ici la chromatide en face qui porte l'allèle petit b. Du coup ici je vais obtenir une nouvelle combinaison allélique. Maintenant grand A se voit combiné avec petit b. Pareil pour la chromatide interne ici, l'allèle petit a, je casse, je récupère la chromatide en face avec l'allèle grand B. Du coup, grâce à ce brassage intrachromosomique par crossing over entre chromosomes homologues, je vais obtenir ici deux chromatides remaniées, dites recombinées, c'est-à-dire de nouvelles combinaisons alléliques. Si vous poursuivez la méiose, vous allez obtenir 4 spermatozoïdes par exemple, 4 spermatozoïdes avec 2 spermatozoïdes qui portent les combinaisons alléliques parentales, grand A, grand B, petit a, petit b, mais vous allez avoir 2 spermatozoïdes qui portent de nouvelles combinaisons alléliques. Grand A maintenant est combiné avec petit b et petit a avec grand B. Donc on voit bien ici la réalité du brassage intra. Il est capable de prendre les combinaisons parentales et de les brasser, les remanier et de donner naissance à de nouvelles combinaisons alléliques. Alors évidemment ici il n'y a que 2 gènes, donc la diversité allélique est modeste, mais si on considère les 25 000 gènes par exemple qui sont présents sur nos 46 chromosomes, vous imaginez les combinaisons alléliques possibles. Alors un autre aspect de ce brassage intrachromosomique est illustré par cette diapo, c'est l'idée que quand on va réaliser
sans méiose par exemple, et ben toutes les méioses ne vont pas se faire avec des crossing over entre les gènes que j'ai considérés dans mon exercice. Ce qui veut dire que dans 80% des cas, vous n'allez pas remanier ces allèles et vous allez obtenir que deux types de gamètes, les gamètes de type parental, grand A, grand B, petit a, petit b. Donc ça, c'est dans 80% des cas où le crossing over n'est pas entre les deux gènes considérés. Par contre, dans 20% des cas, de manière très simple, vous pouvez considérer qu'il y a eu un crossing over entre les gènes considérés, et dans ce cas-là, vous allez obtenir les quatre types de gamètes que j'ai présentés dans la diapositive précédente, les deux gamètes de type parental et les deux gamètes de type recombiné. Donc tout ça pour vous dire que quand on réalise sans méiose, et que l'on réalise des méioses via le brassage intrachromosomique, cela va donner ce qu'on appelle une non-équiprobabilité des gamètes. Vous ne pourrez jamais avoir autant de gamètes parentales que de gamètes recombinées, puisque les gamètes de type recombiné n'interviennent que rarement, que lorsque le crossing over a eu lieu entre les gènes considérés. Et tous les crossing over qui ont lieu en dehors de ces deux gènes ne vont pas affecter évidemment les combinaisons alléliques et vont donner les gamètes de type parental. Donc forcément, lorsqu'il y a eu un brassage intrachromosomique, vous avez, cela va se traduire, et c'est important pour la suite, par ce qu'on appelle une non-équiprobabilité des gamètes, avec les gamètes de type parental, grand A, grand B chez moi, qui sont toujours supérieures aux gamètes de type recombiné, grand A, petit b et petit a, petit b. Alors, souvent, on vous demande de mettre en évidence ou de retrouver ce brassage au travers de croisements. Donc là, par exemple, je vais croiser des mouches. J'ai choisi évidemment, si je veux mettre en évidence la réalité de ce brassage, deux caractères. Le caractère taille des ailes gouverné par un gène sous deux versions alléliques, VG plus petit vg, et un caractère couleur du corps gouverné par un deuxième gène, lui aussi à l'état hétérozygote, EB plus EB. Donc ici, souvent, on commence par un premier croisement qu'on appelle P1, P2, parent 1 qu'on croise avec parent 2. Les parents sont tous toujours de souche pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont homozygotes pour les gènes considérés. De cette manière, je peux ici écrire leur génotype. Cette mouche est équipée de l'allèle VG+, petit VG+, EB+, EB+. C'est bien donc un état homozygote. Ici, on a l'état homozygote, mais pour les allèles petit VG, EB. Alors, j'ai représenté ici les deux chromosomes homologues, sous la forme des deux traits. J'ai mis un point d'interrogation parce que souvent c'est un exercice qui est donné au bac, on ne sait pas au départ si les deux gènes que l'on considère sont liés, portés par la même paire, ou indépendants. Donc si je n'ai pas d'information, je mets un point d'interrogation pour témoigner de cette incertitude. Ces mouches parentales P1, P2 vont réaliser évidemment des méioses, donner naissance à des gamètes, qui, par la fécondation, vont donner naissance à une première génération de mouches qu'on appelle F1. Toutes les mouches ont les ailes longues et le corps gris, donc de phénotype VG plus EB+. Et évidemment, je peux identifier et donner leur génotype, puisque chaque mouche va donner un type de gamète, le gamète VG+, EB+, petit VG, EB, et par la fécondation, on va rétablir la diploïdie. Donc le génotype de ces mouches obtenues lors de ce premier croisement sont ce qu'on appelle des doubles hétérozygotes, puisqu'elles sont hétérozygotes pour le gène VG+, VG+, petit VG, hétérozygotes pour le deuxième gène qui contrôle la couleur du corps, EB+, EB. C'est aussi grâce à ce premier croisement qu'on va déterminer la dominance ou la récessivité des deux allèles, puisqu'ici on voit l'allèle VG+, petit VG, mais on voit que seul l'allèle VG+, s'exprime au travers du phénotype, donc l'allèle VG+, est dominant et l'allèle petit VG récessif. Et le même raisonnement conduit à déterminer l'allèle EB+, corps gris, dominant par rapport à l'allèle petit b, EB, qui donne un corps EB. Donc ça c'est le premier croisement. Deuxième croisement qu'on va faire, et c'est évidemment le croisement qui nous intéresse plus, c'est ce qu'on appelle un test cross. Dans un test cross, on fait toujours la même chose, on prend une mouche double hétérozygote, si on considère deux gènes. Donc en fait c'est une mouche F1, dont on connaît évidemment le génotype, que l'on va croiser avec une mouche double homozygote récessif, c'est-à-dire en fait un P2, c'est-à-dire en fait une mouche qui ne porte que des allèles récessifs. Et évidemment c'est fait exprès, puisque ces allèles vont être neutres, et dans ce croisement, la descendance qu'on observe ici, c'est-à-dire les bébés de ce croisement, issus de la fécondation, et ces phénotypes vont traduire en fait les gamètes produits par l'individu F1, puisque les gamètes produits par cet individu sont porteurs d'allèles neutres, qui n'interviennent pas au travers du phénotype. Donc quand vous avez un test cross et que vous avez ce type de résultat, 4 phénotypes obtenus, alors vous pouvez déjà rapidement déduire que cette mouche a réalisé 4 types de gamètes qui ont, après fécondation avec cette unique gamète ici, donné naissance aux 4 phénotypes. Mais en plus de ça, évidemment, il faut aussi prendre en compte le pourcentage ou le nombre de la quantité de chacun de phénotypes.
de ces phénotypes. On voit bien ici qu'on a deux phénotypes très fréquents, ça c'est le nombre de mouches qui possèdent chacun des phénotypes, et on a deux phénotypes moins fréquents. Et si vous vous rappelez la diapo d'avant, cette non-équiprobabilité des phénotypes traduit évidemment une non-équiprobabilité des gamètes. Donc on peut aller jusqu'au bout du raisonnement. Cette mouche P2 a fabriqué, je l'ai choisi exprès, un type de gamète, petit VGEB, et par contre, cette mouche F1, qui était double hétérozygote, a fabriqué non pas seulement deux types de gamètes, sinon il n'y aurait que deux types de phénotypes, elle a bien fabriqué quatre types de gamètes, qui ont, par fécondation avec cette unique gamète, donné les quatre phénotypes que j'ai ici. Et je peux aller un peu plus loin dans mon raisonnement, puisque comme il y a quatre phénotypes, j'ai écrit évidemment le génotype de chaque mouche, ces quatre phénotypes sont non équiprobables, ce qui signifie que cette mouche a bien réalisé quatre types de gamètes, mais il y a deux types de gamètes qui sont plus fréquentes que les autres, ça c'est les gamètes VG+, EB+, petit VGEB, ce qu'on appelle les gamètes de type parental, qui donnent les phénotypes des parents P1, P2, mais on obtient aussi deux gamètes qui donnent naissance aux deux phénotypes nouveaux, les ailes longues et le corps noir et les ailes vestigiales et le corps clair. Donc ici c'est ce qu'on appelle les gamètes de type recombiné. Et donc si vous avez lors d'un test cross les résultats ici, c'est-à-dire on obtient bien quatre phénotypes non équiprobables, on en déduit que la mouche F1 a réalisé quatre types de gamètes non équiprobables, et le seul moyen d'interpréter ces gamètes non équiprobables, c'est d'admettre alors que les gènes sont liés. Donc si on ne savait pas depuis le début si les gènes sont liés, on peut évidemment en déduire que les gènes sont liés à ce moment-là de notre étude de croisement, et le seul moyen de mélanger, de brasser les allèles, les gènes liés, c'est d'utiliser le brassage intrachromosomique. Donc vous voyez comment au travers de la lecture d'un test cross, on peut, en prenant en compte évidemment le pourcentage respectif des phénotypes, en déduire le type de brassage qui a eu lieu. Et vous voyez ici que j'ai traduit l'équipement génotype, le génotype des mouches de manière juste, puisque j'ai considéré, au vu des résultats, que les gènes sont liés, et donc j'ai représenté une seule paire de chromosomes homologues par ces deux traits, et j'ai placé mes deux gènes sur cette paire. Donc les gènes sont bien liés, et seul le brassage intrachromosomique peut donner une explication à ces résultats. Alors si on doit retenir des choses importantes, retenez que le brassage intra lors de la méiose va remanier les combinaisons alléliques parentales et donner naissance au travers des gamètes à des nouvelles combinaisons alléliques. Rappelez-vous qu'il faut définir le brassage, rappelez qu'il intervient entre chromosomes homologues lors de leur appariement en prophase de méiose, qu'au niveau des bivalents il peut y avoir des coupures et des échanges de chromatine, ce qu'on appelle des crossing over. Rappelez-vous aussi que pour mettre en évidence la réalité de ce brassage intrachromosomique, il faut considérer deux gènes liés, c'est-à-dire portés par une paire de chromosomes homologues. Chaque gène à l'état hétérozygote. Deux gènes signifie évidemment deux caractères phénotypiques. Et si vous avez un test cross, il suffit de regarder le résultat de ce test cross, de prendre en compte le pourcentage des quatre phénotypes observés. Si vous avez deux phénotypes plus fréquents et deux phénotypes moins fréquents, ça signifie qu'il y a eu méiose avec des gamètes de type parental plus fréquentes que les gamètes de type recombiné. Et donc c'est la preuve que les gènes étaient liés, portés par la même paire de chromosomes, et que vous avez réalisé en fait un brassage intrachromosomique.